Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, bienvenue ici aujourd'hui au Club Suisse de la Presse, au domaine de Fente, pour ce débat que nous avons intitulé « Sanctions suisses contre l'Ukraine, quel impact pour la neutralité et quel impact pour la Russie, bien sûr ». Bienvenue aussi au public qui nous suit, nombreux déjà sur Zoom, ainsi que tous ceux qui suivent et participent à ce débat sur YouTube, sur notre site internet www.pressclub.ch, ainsi que sur Facebook, où ces images et le son, évidemment, sont diffusées en live. Alors voilà, très exactement 14 jours que Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine, déclenchant ainsi le premier conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale de cette envergure-là, au cœur même de l'Europe. Chose extraordinaire selon le Suisse, le Conseil fédéral, après quelques hésitations, s'est complètement aligné sur les sanctions de l'Union européenne, et ces sanctions sont aujourd'hui en vigueur, avec une vigueur, si je peux le dire, qui est inaccoutumée pour la Suisse. Alors, certains disent que la neutralité est déjà entrée dans une nouvelle ère, que c'est même en contradiction avec l'origine de cette neutralité. Alors, nous allons bien sûr parler de cette question-là, mais on va aussi aborder dans les autres questions qui se posent avec une activité immédiate qui est terrible, et parmi les questions posées, c'est quelle est la véritable efficacité des sanctions? Faut-il aller plus loin et décréter un embargo énergique contre la Russie, ce que les États-Unis viennent de faire, comme vous le savez? Poutine pliera-t-il face à ces sanctions? Et que va-t-il se passer demain? Est-ce que la menace qui est aujourd'hui déjà brandie de recours à l'arme nucléaire, est-ce qu'il est imaginable qu'elle soit réalisée? Voilà, alors pour parler de cela, c'est quatre parmi les meilleurs experts de ces questions à la fois de neutralité, de Russie et de rapport Suisse-Europe, Suisse-OTAN, avec nous aujourd'hui, et j'ai le plaisir de vous les présenter. Je commencerai avec Madame Missine Calmiret, ancienne présidente de la Confédération, conseillère fédérale de 2003 à 2011, vous me corrigez si je me trompe dans les dates, mais je crois que c'est juste, en charge, bien sûr, pendant toute cette période, du département fédéral des affaires étrangères. Et Madame Calmiret, non seulement, évidemment, dans sa fonction, est une spécialiste pointue de la neutralité, mais elle a consacré aussi à cette thématique un livre sorti l'année dernière, en mai, je crois, qui s'appelle « Pour une neutralité active de la Suisse à l'Europe ». À ses côtés, à sa gauche, M. Paul Dembinski. M. Dembinski, vous êtes le directeur de l'Observatoire de la finance et vous êtes également professeur à l'Université de Fribourg. Et sur le dossier ukrainien, je mentionnais le fait que vous avez publié le 27 février, vous avez lancé, avec un groupe de personnalités et des plateformes chrétiennes d'ailleurs, un appel au gouvernement européen et suisse à prendre des sanctions plus fortes, renforcées, et cela, quel que soit le prix à payer pour l'Occident. Qui est à ma gauche ici. Éric Lecy, journaliste, éditeur du Temps, auteur d'ouvrages de référence sur la Russie, j'en citerai deux, à la conquête du Caucase et l'épopée syrienne. Vous parlez russe, vous avez parcouru la Russie et ses anciennes républiques dans des reportages au très long cours, et vous avez rencontré Vladimir Poutine à plus d'une reprise, ainsi que d'ailleurs Mme Calmiret, qui a une bonne connaissance de M. Poutine et surtout de M. Lavrov. Vous m'avez dit que vous l'avez rencontré des dizaines, voire plus de fois. Donc on va pouvoir essayer aussi de comprendre un peu mieux ces personnalités. Richard Verly, journaliste au Temps, qui est en temps usuel, pourrais-je dire, mais il n'y a pas de temps usuel pour Richard Verly. En temps usuel, il est correspondant à Paris et à Bruxelles. Aujourd'hui, il nous rejoint de Budapest, où il est arrivé il y a quelques jours, de Pologne, il était à Varsovie, juste Suisse, Union européenne, évidemment, de par sa fonction et par ses articles sur ces questions-là, et spécialiste évidemment de l'analyse politique, de la politique française, des élections
Et je signale là encore, on a tout un groupe d'éditeurs de livres ici, si je peux dire, enfin d'auteurs en tout cas. Il sort le 23 mars un livre intitulé « La France face à elle-même ». Très simplement la question, Madame Calmirel, si vous permettez, est-ce que, en se joignant à ces mesures de sanctions décrétées par l'Union européenne, la Suisse, en ce 28 février, puis c'est là qu'elle a pris cette décision, est-ce que la Suisse a ouvert véritablement une nouvelle ère de la neutralité? Est-ce qu'il y a un changement fondamental de l'acception de neutralité aujourd'hui, telle qu'elle a été pratiquée depuis quelques jours seulement? Alors, juste un petit mot, si vous permettez, pour dire quels sont les droits et les obligations d'un État neutre permanent. C'est la Suisse, c'est un État neutre permanent. Et donc, ces règles de droits et obligations sont fixées dans les conventions de la Haye de 1907. Et en fait, il y a extrêmement peu de règles. Ça concerne les conflits interétatiques, c'est-à-dire les conflits entre deux États. Ça ne concerne pas les conflits civils. Et ces règles, c'est ne pas participer à un conflit entre deux États, ne pas soutenir les parties belligérantes en leur envoyant des armes, ne pas leur mettre notre territoire à disposition, ce qui comprend aussi l'espace aérien, et ne pas exporter donc, des armes et du matériel de guerre en direction de ces pays, ou si on le fait sur autorisation, on doit le faire de façon égalitaire entre les deux parties belligérantes. Entre les parties belligérantes. Il peut y en avoir plus que deux d'ailleurs. Et donc, c'est tout. Et ne pas participer à une alliance militaire qui impliquerait une solidarité automatique en cas de guerre interétatique. Vous pouvez parler près du micro, on n'entend pas. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Autrement, la Suisse est libre de défendre ses intérêts avec une politique étrangère adaptée et elle est libre de prendre des sanctions. Les sanctions économiques ne sont pas contraires à la neutralité. Donc elle peut prendre des sanctions, elle peut prendre des sanctions autonomes, elle peut prendre théoriquement, elle pourrait prendre des sanctions des États-Unis, elle peut prendre des sanctions de l'Union européenne. En ce qui concerne l'Union européenne, la Suisse n'a pas de marge de manœuvre concernant la politique de visa, puisque là, nous sommes partis des accords de Schengen et nous n'avons aucune marge de manœuvre. Donc la Suisse les a reprises avec les événements de Crimée en 2014 et elle les reprend aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, la Suisse applique le droit de la neutralité aujourd'hui. Elle applique les règles du droit. Elle n'envoie pas d'armes à aucune des parties belligérantes, c'est une décision qui a été prise, et elle n'envoie évidemment pas de soldats, et elle prend des mesures maintenant pour interdire son espace aérien aux avions militaires des parties belligérantes. Donc elle applique le droit de la neutralité. Mais néanmoins, si vous permettez, Mme Calmirel, je peux reprendre la question, excusez-moi, elle a néanmoins pris des mesures, notamment en matière de gel des comptes. Il y a 677, je crois, personnalités qui ne peuvent plus faire de dépôt en Russie. Tout dépôt en Suisse, tout dépôt de plus de 100 000 francs est interdit. Ce sont quand même des mesures tout à fait inédites, si j'ose dire, beaucoup plus fortes que celles qui ont été prises en 2014 avec la Crimée. Et la question, c'est est-ce que vraiment on est encore dans le cadre de la neutralité usuelle? Oui, on est dans le cadre de la neutralité. La neutralité a évolué au fil du temps, elle a évolué selon les périodes, et aujourd'hui, l'interprétation du concept de neutralité est axée, si vous voulez, sur le respect du droit international. Alors, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Il y a un agresseur qui viole l'intégrité territoriale d'un pays européen. Et cette violation du droit international, c'est une violation crasse du droit international. Et donc, la Suisse, dans la mesure où elle axe l'interprétation de la neutralité sur le respect du droit international, sur le respect des règles de droit international et du droit international humanitaire, si elle ne défend pas cette conception-là, si elle ne sanctionne pas les violations du droit international humanitaire, alors elle n'est plus crédible. Elle est à ce moment-là en contradiction. Est-ce qu'elle a toujours fait cela? Est-ce qu'elle a toujours sanctionné avec des sanctions sérieuses de ce type-là des violations? Il y en a eu d'autres avant ça. Il y en a eu d'autres, mais il y a eu, disons que là, on a atteint
un niveau, c'est quand même différent de la situation qu'on a vécue lors de l'annexion de la Crimée. La Suisse avait condamné aussi l'annexion de la Crimée. Elle avait pris quelques mesures, pour ne pas utiliser le terme de sanction. Aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine, on est dans un autre registre et ça impliquait qu'effectivement la Suisse prenne des sanctions plus dures. Mais ça n'est pas du tout en contradiction avec la neutralité. Si la Suisse n'avait pas pris de sanctions, qu'elle n'avait pas sanctionné les violations du droit international, à ce moment-là, elle aurait été partisane. Et à ce moment-là, elle n'aurait plus été neutre. Merci beaucoup. Eric, mesure, est-ce qu'elle se coupe de sa possibilité, au fond, d'offrir ses bons offices, qui est comme au cœur de sa politique de neutralité également? Est-ce que là, il y a quelque chose de changé? La neutralité, de votre point de vue, est intacte? Alors, je pense qu'à l'évidence, la situation de la Suisse imposait les sanctions qu'on vient d'évoquer dans le cadre de la politique de la neutralité. Et je pense qu'on a tous aussi conscience que nous sommes effectivement, en termes de politique de neutralité, à un moment charnière. Cette politique de la neutralité, qui distingue le droit de la neutralité, comme Mme Calmiret vient de le rappeler, est maintenant soumise à une révision complète. On le sent bien, et je pense qu'on le voit aussi dans l'histoire. Cette politique de la neutralité a toujours été fonction à la fois de l'opinion intérieure, qui est évidemment aujourd'hui extrêmement mobilisée derrière la cause ukrainienne, et des pressions extérieures. Et cette fois-ci, effectivement aussi, nous sommes dans une situation très différente du passé, puisque le rapport avec l'Union européenne est devenu pour nous un élément complètement vital, et que par son essence même, il nous empêche aujourd'hui d'avoir la marge de manœuvre qu'on pouvait avoir par le passé. Donc on a une situation dans laquelle il est théoriquement bien sûr possible d'avoir des actes très autonomes vis-à-vis de l'Union européenne, mais on l'a vu déjà en 2014, lors de la première crise liée au Donbass et à la Crimée. La Suisse a réagi avec des mesures qui n'étaient même pas juridiquement nécessaires. Je rappelle le petit exemple parce qu'il est intéressant. La Russie a répondu aux sanctions par des contre-sanctions, en particulier sur le marché agroalimentaire, et elle a ciblé une série de pays européens en interdisant leur importation, notamment de fromage. Et la Suisse s'est retrouvée finalement au milieu de cette série d'interdictions sur les fromages hollandais, italiens, espagnols, allemands, français. Et donc on faisait la liste et on voyait bien qu'il y avait plus d'un fromage, grosso modo, qu'on pouvait importer librement. Donc extraordinaire opportunité commerciale évidemment pour nous. Et là, le Conseil fédéral a pris lui-même l'initiative de dire non, nous on ne va pas exporter plus que ce qu'on a fait sur la moyenne des années dernières. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de l'anecdote? Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons plus de marge de manœuvre en termes de politique de neutralité si cette politique de la neutralité se fait contre des intérêts importants de l'Union européenne. Et ça, aujourd'hui, c'est un donné. On peut en discuter si on veut ou pas, mais en réalité, on a une politique de la neutralité qui maintenant s'inscrit au-delà de l'Union européenne, et on a la marge, on peut encore suivre ou pas suivre, par exemple, les sanctions contre le Venezuela. Ce n'est pas un problème majeur. Mais si, et là je rejoins entièrement Mme Calmiret, si dans la situation actuelle, avec une violation extrêmement grave du droit international, si on avait simplement pris une position, disons, de brèche à l'intérieur de l'Europe dans le dispositif de sanctions, ce n'est pas une vraie neutralité, c'est en réalité offrir à la partie visée la possibilité de contourner les sanctions. Donc on n'avait pas vraiment un choix de neutralité ou de situation. On est en réalité, on avait un choix dans quel camp sommes-nous, et ça pour moi c'est devenu une position qui aujourd'hui, du fait de notre rapport avec l'Union européenne, est pérenne. Mais Eric aussi, en 2014, la Suisse a pris des mesures qui visaient justement à éviter de devenir une plateforme de contournement des sanctions. Alors on peut douter de l'efficacité, puisqu'il y a eu des dépôts russes se sont multipliés, ont augmenté après cela, ce qui veut simplement dire que les banques n'ont pas observé au fond les mesures de la Suisse. Est-ce que aujourd'hui, ces mesures, telles qu'elles sont décrites là, vont vraiment être respectées, suivies? Moi, je pense qu'elles ont été respectées après 2014. La question, c'est que le dispositif qui a été mis en place, qui visait effectivement à, on va dire, pour l'essentiel, éviter un contournement des sanctions européennes, ce dispositif offrait un certain nombre de fenêtres, d'opportunités qui ont été utilisées, évidemment. Et durant les derniers jours, on voit aussi que dans l'administration fédérale, il y a
pas mal de secteurs qui ont tenté de refaire un peu la même chose en disant on a peut-être quelques avantages à tirer. Voilà. Mais disons, fondamentalement, on peut aussi, on l'a vu dans la presse, je ne connais pas les détails, mais on peut imaginer que dans les jours qui ont suivi la première déclaration du Conseil fédéral, qui consistait un peu à aller dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire, oui, on va pas permettre des contournements. Je peux imaginer qu'il y a eu quelques coups de téléphone un peu indignés de la part des collègues de l'Union européenne pour dire non mais attendez là, il faut qu'on doit faire front commun, c'est pas possible. C'est ce qui a été mentionné par les médias. Mais j'imagine que effectivement cette position était réellement intenable. Juste un mot sur les bons offices. Oui. Moi, je vais quand même rappeler que la Suisse représente les intérêts russes en Géorgie et géorgiens en Russie aujourd'hui, depuis 2008. Ça risque de changer. Et pour le moment, ça n'a pas changé. Et encore une fois, dans la communication qui a été faite autour des mesures prises par la Suisse, je regrette infiniment qu'on n'ait pas clairement explicité que la Suisse appliquait le droit de la neutralité et que, pour ce qui concerne la Suisse, sa neutralité, c'est une neutralité de juge, de respect du droit international, et que là, on n'a effectivement pas de marge de manœuvre par rapport à l'invasion de l'Ukraine par la Fédération russe. Merci. Je me tourne vers Richard Verly. Est-ce que vous nous entendez? Par contre, on ne vous entend pas, il faudrait allumer son micro. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Eric aussi disait qu'il y a peut-être bien eu quelques coups de téléphone pendant ces quelques jours, le 24 février, la date de la conférence de presse du Conseil fédéral, qui était c'était un peu un cafouillage, on ne savait pas vraiment s'il y avait des sanctions, si c'était nouveau ou pas, sous quelle forme, etc. Et le 28 février, 4 jours plus tard, où les sanctions étaient beaucoup plus claires, alignées sur l'Europe. Est-ce que la Suisse avait vraiment le choix de ne pas appliquer les sanctions européennes, sinon à se mettre vraiment contre elle tout l'ensemble des pays européens? Est-ce qu'il y avait un choix réel? Alors, je dirais que le choix, théoriquement, la Suisse l'a pas. Et c'est d'ailleurs peut-être, me semble-t-il, pour ça qu'on n'est pas dans l'Union européenne. Donc, le choix théorique, oui, le Conseil fédéral aurait pu décider de tenir tête à l'Union européenne et de dire nous n'appliquons pas les sanctions, nous demandons une neutralité qui, à ce moment-là, n'est pas celle qu'a très bien décrite M. Cameron. Est-ce qu'il y a eu des fil entre le Conseil fédéral et la Commission européenne ou les membres du Conseil européen, c'est-à-dire les 27 pays membres? Très franchement, sans doute, mais ce n'était pas nécessaire. D'abord, je rappelle qu'à plusieurs reprises, à partir du 24 février, des ministres suisses, des membres du Conseil fédéral ont participé à des réunions du Conseil européen, notamment Mme Keller-Kiser au Conseil d'affaires intérieures et justice pour parler des réfugiés. Donc il n'y avait pas besoin de téléphone. Ces gens se sont parlé directement. Et j'imagine que les homologues de Mme Keller-Kiser ont clairement ce qu'ils attendaient de la Suisse. Premier point. Deuxième point, il y a eu une prise de position publique de la Commission européenne qui, par l'intermédiaire de son porte-parole, a dit que l'Union européenne attendait de la Suisse l'applique des sanctions. Donc c'est bien plus fort qu'un coup de téléphone. C'était une position dans la salle de presse de la Commission européenne à Bruxelles. Enfin, pour répondre à votre question de Pierre, est-ce que c'était tenable ou pas, je pourrais simplement citer ici, comme vous l'avez dit, j'étais à Varsovie la semaine dernière, je suis à Budapest au moment où je vous parle, d'ailleurs, depuis l'université George Soros, l'université d'Europe centrale à Budapest, vous savez, menacée par Viktor Orban. Tous les diplomates suisses que j'ai vus, j'en ai vu plusieurs, m'ont dit non, ce n'était pas tenable, ça n'aurait pas été tenable, ils l'ont dit en off. Mais bien évidemment, ils m'ont dit que ce n'était absolument pas tenable, parce qu'à ce moment-là, ça voulait dire effectivement que la Suisse était partie prenante en ce sens qu'elle était associée à la Russie, donc que l'Union européenne aurait considéré comme un complice de facto de l'agression russe, ou en tout cas du système russe qui a conduit à l'agression sur l'Ukraine. Enfin, je poserai une dernière question, puisque je représente ici avec Eric les médias. Posons-nous simplement la question. Imaginons que nous n'appliquons pas les sanctions et que nous devenions subitement le refuge de tous les oligarques associés à Vladimir Poutine. Donc, tous ces gens viennent trouver refuge à Genève, à Zurich. Vous pensez vraiment que médiatiquement, en termes d'image, c'est étonnable? Je ne le crois absolument pas. Donc, la réponse à la question est questionnable, à mon avis, non. Mais ça va au-delà. C'était non seulement pas tenable, mais conformément à ce que Mme Canellet, il y a une défense très solide de cette neutralité telle qu'elle est maintenant exprimée au service du droit international, qui dans ce cas précis a été bafoué par le ministre. Et j'ajouterais juste un élément, c'est l'opinion publique suisse.
vous avez vu la Suisse se réveiller, vous avez vu les gens, les Suisses se réveiller et dire non, là on ne peut pas accepter ce qui se passe. Et donc c'est pas seulement les coups de fil des États-Unis ou de l'Union européenne, mais c'est aussi l'opinion publique suisse qui, je veux dire, approuve la voie dessinée par le Conseil fédéral. Je voudrais rajouter juste un élément. Rapidement, oui. Du côté de la Commission européenne et des membres du Conseil européen, ce qui est très important, et on va le voir demain au sommet de Versailles. Donc, vous savez que les 27 chefs d'État et de gouvernement vont se réunir à Versailles à partir de jeudi soir et également la journée de vendredi pour parler bien évidemment d'Ukraine. Ce qui est très important, c'est de savoir que la Suisse, dont on sait qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, que la Suisse est un partenaire fiable. Et j'insiste sur le mot de fiabilité. À travers cette décision d'appliquer les sanctions, la Suisse a démontré à l'Union européenne qu'elle était un partenaire autonome qui peut diverger sur certains sujets, mais qui est fiable. Et ça, je crois que c'est l'essentiel quand on est entouré des voisins que nous avons. Merci. Directeur d'Observatoire de la Finance à Genève. On a évoqué là la question de la fiabilité des sanctions. On a aussi appris il y a quelques jours dans le Financial Times qu'une grande banque avait déjà détruit certains documents pour ne pas qu'on puisse retracer certains de ses clients qui tombaient justement sous le coup des sanctions. Est-ce que la Suisse et ses banques et ses entreprises sont vraiment fiables dans le domaine de l'application d'abord de ces sanctions? Est-ce que c'est déjà en route? Est-ce que concrètement ça a démarré en fait? Vous posez une question extrêmement importante à laquelle la réponse ne peut pas être noire et blanche. Je pense que c'est les historiens qui découvrent 20 ans après des véritables réponses à votre question. Et je pense que la communauté économique essaye de jouer la fiabilité. Les tentations sont grandes, il ne faut quand même pas se leurrer. Les tentations de faire des coups sont grandes. Des institutions qui ont une réputation à défendre, je pense, hésitent à 2 fois, mais ça peut se faire par des contacts interposés. Et ça peut aussi se faire, il ne faut pas oublier, sur une base d'acteurs binationaux. Ça pose un véritable problème ici, qui est juridique, qui est pratique, qui est de l'identification. Et je pense que là, c'est un recours en quelque sorte qu'une banque, même si elle prend toutes les précautions, ne peut pas nécessairement facilement démonter. Donc ça veut dire qu'il y a des clients russes qui vont se déclarer sous leur nationalité, que sais-je, autre, et qui peuvent poursuivre en fait leur dépôt et leur travail avec... Je pense que c'est une réalité qui est assez importante. Alors vous êtes favorable pour un renforcement des sanctions aussi de la part de la Suisse, mais clairement, la Russie, Vladimir Poutine l'a déjà dit, aujourd'hui il y a une liste des pays déclarés hostiles, et dans cette liste figure la Suisse. Est-ce que ces dispositions que va prendre la Russie ne vont pas être extrêmement douloureuses aussi pour la Suisse? Et le fait de se retrouver dans une position quand même voilà, on est l'ennemi comme au même titre que n'importe quel autre État européen. L'avenir nous dira, mais je crois que par rapport à l'appel que nous avions lancé il y a une dizaine de jours, il portait non point sur le renforcement des sanctions, mais sur le fait de dire, nous, citoyens, nous sommes capables d'assumer une partie de la douleur, en quelque sorte. Et il faut donner les coups des franges au gouvernement pour qu'il serre la vis si c'est opportun, sans nécessairement se préoccuper trop de l'opinion publique, parce que baisser la température d'1 ou 2 degrés, c'est encore le genre de choses dont on peut penser que les populations occidentales sont capables de manière... c'est des mesures supportables. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur la liste des pays hostiles. Écoutez, il y a une partie des réalités économiques, il y a une partie de gesticulation. Je pense que si on ne veut pas être exactement sur la liste avec les Chinois, c'est malheureusement le prix à payer parmi les pays amis. On aura l'occasion de revenir, je pense, sur les questions des sanctions elles-mêmes, mais le fait de se faire payer en roubles, de se faire rembourser certaines obligations russes en roubles, ça fait partie du risque financier. Le risque financier est apprécié par les savants économistes et autres économètres. Des fois, on se trompe. Là, visiblement, la prise de risque a été trop grande. C'est une mauvaise surprise, mais ça fait partie des risques du métier. Comme des fois, il y a une nationalisation quelque part, ou il y a une explosion, une guerre quelque part. Donc, je ne ferai pas de ça une grande affaire en termes d'appréciation du risque financier.
Avant de passer la parole à Eric Hösli, de demander tout à l'heure, Mme Calmiret, sur le rôle de médiateur de la Suisse, de bons offices. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire quand même que la Suisse a clairement pris parti, même si c'est pour respecter le droit international, en tout cas, vu de Russie, elle a pris parti. Est-ce que ce rôle-là reste valide? Est-ce qu'elle peut encore l'exercer véritablement? Alors, c'est toujours la question qu'on se pose. Hein. Dès que la Suisse se positionne ou ose prendre un positionnement en politique étrangère, on dit « Ouh, attention, les bons offices ». Lorsque la Suisse a promu l'indépendance du Kosovo, le grand débat en Suisse était le même. On nous disait « Vous promouvez l'indépendance du Kosovo, la Russie y est opposée, donc vous allez avoir des relations exécrables avec la Russie et avec la Serbie ». Résultat des courses, une année après, nous avons négocié la représentation des intérêts russes en Géorgie et géorgiens en Russie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être sur une liste d'États hostiles, c'est façon de parler simplement? Non, ça veut dire que si on a une politique cohérente, qui est en l'occurrence justifiée par des violations du droit international à laquelle la Suisse ne peut pas rester indifférente, si on a une politique prévisible et cohérente, expliquée, je crois qu'on a toujours cet atout de la neutralité qui reste sur la table. On a aussi de très bons diplomates qui ont l'habitude des négociations internationales, qui assument ce rôle de médiateur très bien, qui l'assument d'ailleurs la plupart du temps dans les instances internationales, avec d'autres équipes dans le sein des Nations Unies, par exemple. C'est extrêmement rare les médiations entre deux États, et la Suisse les a assumées ces dernières années. Et vous pensez donc que demain, un sommet Poutine Biden pourrait encore avoir lieu, si les circonstances s'y prêtent, pourrait encore avoir lieu à Genève? Je pense que ça pourrait avoir lieu à Genève. C'est difficile de voir où ailleurs, parce qu'aux États-Unis, c'est pas possible. Dans l'Union européenne, ça reste peut-être encore plus compliqué qu'en Suisse. Donc, les bons offices de la Suisse, ça peut prendre différents visages et différentes formes. Ça peut prendre la mise à disposition d'un territoire, comme Genève pour des rencontres au sommet. Ça peut être la représentation des intérêts. Ça peut être des médiations bilatérales, des médiations multilatérales, et la Suisse s'engage, elle est vraiment très, très active dans ce domaine-là, et son apport est apprécié, parce qu'encore une fois, elle a un très bon diplomate, elle est considérée comme un négociateur honnête, on n'a pas peur de la Suisse, parce que c'est un petit pays. C'est quand même différent quand vous avez le président français qui veut jouer un rôle de médiateur, on lui prête aussitôt des intentions de grande puissance. Ça n'est pas le cas de la Suisse, elle n'est pas dangereuse, elle ne fait pas peur. Alors effectivement, petit État, néanmoins, la Suisse est considérée comme un État hostile. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'être sur cette liste? Je pense qu'il faut prendre les choses très, très calmement. On est aujourd'hui dans le début d'une guerre, on a des réactions qui sont, du point de vue russe, en installant la Suisse sur cette liste de pays hostiles, révèle peut-être une petite surprise sur l'ampleur des sanctions suisses. Je pense que c'est le maximum qu'on peut en tirer. Je ne crois pas non plus que ça va à court terme menacer les bons offices ou la médiation, le rôle d'intermédiaire qu'on joue avec la Géorgie. Ça aura peut-être des effets sur finalement une politique à moyen terme. Je pense par exemple à notre position du Conseil de sécurité. Grosso modo, on est en train de dire très clairement, c'est la réalité, que nous sommes un pays occidental et que nous allons prendre la place d'un pays occidental et non pas d'un pays qu'on pourrait considérer comme être totalement neutre. Ça peut avoir ce genre d'effet. Ce que j'aimerais rappeler quand même, parce que c'est intéressant de se retourner un petit peu sur l'histoire longue, et que lorsque nous avons affaire à un acteur comme la Russie, acteur qui est en réalité extrêmement pragmatique sur sa manière de voir la diplomatie, on voit dans les relations entre la Suisse et la Russie que notre neutralité elle-même a connu toutes sortes de phases. Il faut se rappeler, d'abord, c'est quand même intéressant, en particulier quand on est ici à Pente, que cette neutralité de la Suisse nous a été imposée, on va dire de manière soft, parce qu'il y avait une certaine attente de la part des Suisses, et en particulier par la Russie, comme grande puissance pour protéger la Suisse au lendemain des guerres napoléoniennes. C'est même le découpage des frontières, l'endroit même où on se trouve, est dans le canton de Genève, à cause de l'activité diplomatique russe. Donc il faut se souvenir qu'au départ de notre neutralité, il y a déjà la Russie. Puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, sans être trop long,
de voir que durant les 2 siècles qui nous séparent de cet acte fondateur, notre neutralité envers la Russie a connu toutes sortes de phases très différentes. On a eu d'abord en 1917 un premier moment assez chaud, on a perdu un conseiller fédéral, c'est assez rare dans l'histoire suisse du fait d'une pression extérieure, et c'était une violation de la neutralité du conseiller fédéral Arthur Hoffmann, qui imaginait pouvoir, par ses sympathies avec l'Allemagne, tenter de créer une alliance entre les bolcheviques et les Allemands, qui a envoyé un télégramme qui a été capté par les Français, et du coup il a dû démissionner, violation de la neutralité. Ensuite, on a eu une période, ça aussi il faut s'en souvenir, je dis rapidement parce que c'est intéressant par comparaison, la période des années 20, 30 et début des années 40, où la Suisse neutre a été extrêmement hostile à la Russie soviétique. Nous sommes un des seuls 3 États qui a refusé l'entrée de la Russie à la SDN. On a opéré toutes sortes d'attitudes. Et là, la Russie s'en est aussi, voilà, elle a pris acte, elle s'est un petit peu vengée, nous obligeons à perdre un 2e conseiller fédéral en 1944, qui a dû démissionner sous la pression de Staline, ouvertement, qui était notre ministre Pilegola, considéré comme trop sympathisant des fascistes, etc., etc. Donc ne prenons pas trop dans l'immédiate de réaction, ne prenons pas trop d'attention à une réaction à une autre dans un moment de grand conflit. La Russie pense à long terme et je pense que c'est ce qui nous attend aussi. Nous devrions maintenant nous réfléchir à la politique de neutralité qui nous attend. Comment allons-nous faire si nous voulons aller dans cette sécurité pour avoir des réactions politiques dans les 24 heures? Comment est-ce que nous allons adapter notre système? Quelle est l'adaptation à avoir vis-à-vis de notre environnement européen qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est prégnant et contraint et contraignant? Et grosso modo, voilà, on partage aussi l'essentiel de nos valeurs avec eux. Donc il y a toutes sortes de remises en cause. Et rappelons pour terminer que la politique de neutralité, elle est figée dans un rapport de 1993, je dis bien 93, légèrement modifié en 2000 sur le rapport sur la sécurité et par une loi sur les sanctions. Mais aujourd'hui, on voit notamment que cette loi, elle est dépassée. Et le débat a démarré à Berne, il va suivre. Non, mais il y a eu quand même, à la suite de la crise irakienne, il y a eu quand même des précisions apportées par le Conseil fédéral sur la question de la politique de neutralité. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a pris le virage de la neutralité arrimée au droit international et au respect du droit international. Ensuite, on est rentré dans les Nations Unies, et c'est vrai que là aussi, ça a été un changement de paradigme par rapport au droit de la neutralité classique. Un certain nombre de règles de droit se sont arrimées à la Charte des Nations Unies, et on a finalement, en adhérant aux Nations Unies, on a décidé de reprendre complètement les sanctions des Nations Unies. Là, il y a automatisme, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et donc, c'était là un grand changement, si vous voulez, une grande réorientation de la politique de neutralité. Très intéressante ces réflexions également historiques. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Madame Calmiret, très brièvement, Eric Osli vient de dire en quelque sorte que la neutralité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui est un peu obsolète. Il faut la non, elle n'est pas obsolète. Est-ce qu'il faut la redéfinir? Non, elle n'est pas obsolète. La politique de neutralité a opéré son virage il y a déjà quelques années. Avant l'entrée aux Nations Unies déjà, puis avec l'entrée aux Nations Unies. Aujourd'hui, elle revêt les habits, encore une fois, du respect du droit international et de la solidarité. Sur le droit international, qu'est-ce que c'est? Le droit international, c'est des valeurs. C'est la défense des règles de droit, c'est la défense de la démocratie. Et ça, c'est nos intérêts directs qui sont concernés. Le cœur de la neutralité, c'est le refus de la violence pour atteindre des buts politiques, le refus de l'agression militaire pour atteindre des buts politiques. Et ça, c'est le respect des règles de droit. Et c'est intéressant pour un pays, ça correspond directement à nos intérêts, parce que nous ne sommes pas une grande puissance, et pour défendre nos intérêts, nous avons besoin d'avoir des règles qui valent pour tout le monde. Et moi, quand je me rendais dans un pays autocratique, pour dire les choses, et que je devais donner la position de la Suisse, j'évitais de leur donner des leçons. Mais je leur disais, écoutez, vous avez signé telle et telle convention internationale, là vous les avez violées, et là ça nous touche directement, ça touche directement nos intérêts. Alors parlons-en. Merci. Parlons de l'impact sur la Suisse. Comment est-ce que la Suisse va vivre cette période à venir avec quand même, elle va se priver d'un marché financier, elle se coupe d'un marché commercial, et enfin, on sait que l'énergie est déjà en train d'augmenter de façon massive, et les sanctions vont avoir un coût pour la Suisse. Est-ce que vous arrivez à l'évaluer, ce coût?
Non, moi je ne peux pas, en termes de financiers, c'est impossible, je pense aujourd'hui à évaluer. Surtout que l'Union européenne est en train de préparer d'autres trains de sanctions et je crois que la vérité sera ce qu'il y a dans le prochain ou le prochain wagon ou celui qui viendra après. Le véritable coup près, ça sera l'embargo sur le commerce. Je ne parle pas seulement des matières premières, mais l'ensemble du commerce. C'est la seule sanction qui pourra faire mal à M. Poutine et c'est la seule sanction qu'il pourrait éventuellement lui agiter à l'encontre de l'Occident. N'oublions pas que la Russie, depuis 10 ans, s'est préparée à une activité, une économie plus ou moins autarcique, que nous n'avons pas fait. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on parle comme si on était souverain et comme si c'était à l'Occident de prendre des sanctions, mais on peut aussi imaginer un retour du balancier où on sera probablement privé de la priorité, où les sanctions viendraient de Poutine qui mettrait un embargo sur certaines destinations de ses exportations. Donc le choc énergétique, effectivement, serait important. N'oublions pas qu'il y a 40 ans, 50 ans déjà, il y a eu un choc sur les prix de l'énergie. Le monde, ça a mis 20 ans pour se résorber. Ça a permis de faire des grands progrès technologiques. L'efficacité énergétique dont nous bénéficions aujourd'hui, c'était ce qui a été gagné dans les années 70. Il ne faut pas oublier non plus que la pression écologique est très forte, donc il y a on pourrait dire une synergie possible entre les deux histoires, l'histoire russe et l'histoire de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je crois qu'on peut le voir comme un coup, mais on peut le voir aussi comme une opportunité pour accélérer ces changements, notamment dans la consommation énergétique. Pour ce qui est des sanctions financières, pour le moment, elles sont à la marge. Bien sûr, on se prive d'une partie d'une clientèle, mais c'est en termes macroéconomiques, c'est impossible, en tout cas pour moi, à sous-peser, mais je dirais que si c'est à 1%, ça serait énorme parce que ce n'est pas des avoirs qui sont confisqués, ce sont des avoirs qui sont gelés. Donc du point de vue, si vous voulez, bancaire, ils continuent à vivre. Donc, si on comprend bien, la clé des sanctions, d'une part comme de l'autre d'ailleurs, tourne autour de la question énergétique. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près l'Occident en général verse 500 millions par jour à la Russie pour ses achats d'énergie, pétrole, gaz, etc. Si ces transferts énergétiques s'interrompent entre la Russie et l'Union européenne, et plus largement d'ailleurs d'autres États, qui vont souffrir le plus? Eric aussi, vous êtes penché sur ces questions énergétiques. Qui vont souffrir le plus au fond? La Russie, bien sûr, va être privée de devises, mais l'Europe va connaître une explosion du prix de l'énergie et risque de même connaître une pénurie. Alors, effectivement, d'abord, je pense que si on prend des chiffres qu'on extrait comme ça du contexte, les 500 millions qui vont vers la Russie chaque jour, il faut évidemment évaluer combien la Russie paye chaque jour à ses importateurs pour d'autres types de denrées. On est quand même dans un élément de complexité bien supérieur. Maintenant, là aussi, je dirais, quand on essaie d'évaluer la question des sanctions, je pense qu'un des paramètres qu'on doit absolument avoir en tête, c'est de bien réfléchir à la durée. Une des difficultés des sanctions, je pense en particulier pour des pays comme la Suisse, qui sont justement, je dirais, attirés quelque part peu aptes à de l'autonomie sur leurs propres décisions, c'est pas tellement d'entrer dans les sanctions, c'est d'en sortir. C'est-à-dire à quel moment est-ce que la Suisse peut tout d'un coup décider d'ouvrir une brèche sur tel ou tel point dans les sanctions. De nouveau, on va me dire théoriquement n'importe quand. Bien sûr, théoriquement n'importe quand. La réalité montre que c'est un peu différent. Et que, de nouveau, il s'agit à ce moment-là d'opérer, de démontrer une rupture de solidarité. Donc pour moi, un des vrais problèmes qui se pose aujourd'hui quand on choisit le terrain des sanctions, qui encore une fois, je dis dans les situations présentes, totalement inévitable et légitime. On n'imagine pas effectivement la Suisse, étant donné sa position de défense du droit international, renoncer à des sanctions, mais il s'agit de bien poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est le cas en particulier sur les mesures énergétiques parce que on le voit, disons un certain nombre de valeurs fondamentales de la politique qui ont été posées ces derniers mois par les leaders européens sont aujourd'hui fortement remises en cause par ce conflit. On imagine en particulier le dilemme que représente la situation pour les Verts allemands.
pour être membre d'une coalition en Allemagne aujourd'hui comme Vert et devoir plaider pour le réarmement, le passage au charbon et une réflexion nucléaire en fin d'année, c'est quand même un vrai problème. Alors la leçon que je tire là, c'est que quand on définit ces politiques de sanctions, quand on définit notre politique étrangère, même s'il est indispensable d'être attentif et d'être, je dirais, ferme sur la défense de nos valeurs, il faut quand même bien aussi penser à nos intérêts. Et une politique étrangère, c'est d'abord une politique d'intérêt. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il faut être prudent avec ça. Je ne dis pas pour dénier tout un intérêt aux valeurs. Encore une fois, on plonge là-dedans, on a un certain nombre de convictions et de foi, mais les décisions qui portent sur les sanctions ont effectivement une longue durée. Et on a vu aussi dans l'histoire que des sanctions peuvent être prises à un moment, justement, on va dire, de forte réaction, d'émotion, d'indignation, de colère, etc. Et puis, ensuite, elles s'éternisent. Les plus célèbres sont les fameuses sanctions qui ont été prises par le Congrès américain en 1974, le fameux amendement Jackson-Vitek, qui soumettait en fait la politique d'exportation commerciale américaine à une libéralisation des sorties pour la communauté juive soviétique. La communauté juive soviétique a bénéficié, comme l'ensemble des autres concitoyens, de liberté complète à partir de 1991. Cet amendement il a été supprimé en 2012 et a été remplacé par une autre politique de sanctions. Donc c'est ça, une des questions qui sont liées aux sanctions, auxquelles on doit faire attention, c'est cet élément-là. C'est pas de ne pas en prendre, c'est bien réfléchir à nos intérêts et nos intérêts à long terme. Vraiment rapidement. Ce qu'on voit aujourd'hui déjà, c'est une certaine rupture de solidarité au niveau européen, et avec les États-Unis. Puisque du côté de l'Allemagne, on soupèse l'intérêt de prendre des sanctions plus dures à l'égard des importations de gaz russe. Donc ça, c'est... Elle va exploser cette solidarité européenne. C'est la question que je voulais poser à Richard Bernick. J'ai juste une deuxième remarque. Comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur le réchauffement climatique et les mesures qui devraient suivre sans la Russie sur le continent européen? Moi, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais isoler la Russie n'a pas que des effets sur la... Sanctionner la Russie n'a pas que des effets sur la Russie, mais elle a aussi des effets en termes de risques globaux et de solutions à y apporter. Alors, M. Delminski qui réclamait la parole va vous répondre sur cette question. Puisque monsieur aussi a parlé du long terme, je crois qu'il ne faut pas oublier que cette guerre est en train de changer la face de l'économie mondiale. C'est bien au-delà des sanctions. Il y a une crispation générale, notamment au niveau du commerce, au niveau de l'activité transnationale des entreprises. Et c'est par cette voie-là que la Suisse risque d'être plus affectée que directement par les sanctions. Parce qu'il y a une reconfiguration, et la Suisse a joué toujours l'économie très ouverte, très interdépendante, avec des exportations et des importations qui s'élèvent à 60% du PIB, donc une interdépendance extrêmement poussée. Si, au niveau des chaînes de valeur, il y a un raccourcissement général qui se produit, s'il y a une méfiance géopolitique qui intervient, je pense que la Suisse aura beaucoup plus à perdre de ce côté-là que directement du côté des sanctions. Vous pensez que la Suisse est en plus ou moins bonne position par rapport aux autres États européens pour sortir de ce qui est aussi, elle va devenir encore davantage une crise économique? Moi j'ai l'impression que la Suisse, par le degré de son interdépendance, est mal partie pour une autonomisation de son activité économique. C'était déjà le cœur de la stratégie depuis des décennies de la Suisse, de s'intégrer autant que possible par le biais commercial. Donc je pense que s'il y a effectivement autonomisation de la politique économique au niveau européen, ça risque de poser un petit problème à la Suisse. Donc je pense que le problème les coûts indirects risque d'être plus grand que les coûts directs. Posons une question, si la Chine demain annexe Taïwan, on prend des sanctions contre la Chine? Parce que c'est une question intéressante. En un mot, Mme Calligré, vraiment, est-ce que c'est une option de prendre des sanctions contre la Chine? La Chine se montre très patiente, elle n'a pas la même politique de rapidité que le président russe, mais effectivement, si la Chine, Taïwan n'est pas reconnu comme un État indépendant, c'est pas l'Ukraine. Donc c'est la situation. Du point de vue du droit international, du point de vue du droit international, excusez-moi, je ne vais pas faire la spécialiste de droit international, mais ça laisse une petite marge de manœuvre quand même. Richard. Du fait, et matériellement c'est le cas, mais formellement, Richard, c'est en fait les sanctions sont importées en droit suisse. Nous n'avons pas repris les sanctions européennes,
nous avons transposé ces mêmes fonctions dans le droit suisse. Donc on est dans la Russie plutôt juridique, là, juste cette petite question technique. Aller participer à une commission des sanctions de l'Union européenne, alors c'est vraiment s'allier. On n'est plus dans la rhétorique de la Suisse. Non, mais on n'est plus dans la rhétorique la Suisse est libre, la Suisse n'est pas contrainte. On est dans la rhétorique la Suisse est contrainte. Et là, je comprends qu'on ne veuille pas participer automatiquement à ce genre de commission. Voilà, on a... Madame Soleil, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine. Personne ne sait aujourd'hui quel est l'objectif qu'il poursuit avec l'invasion de l'Ukraine. Certains vous diraient que l'enlisement en Ukraine, l'occupation à long terme sont des solutions qui ont eu des résultats très négatifs, hein, si on pense à l'Afghanistan, si on pense à l'Irak. Certains autres vous diraient que bon, M. Vladimir Poutine veut marquer des points sur le terrain pour être en position de force dans la négociation, que je ne suis pas sûr non plus que ce soit... en fait, personne ne sait quel est l'objectif qu'il poursuit. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était très convaincu de ce qu'il avançait. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2007, lorsque la Suisse promouvait l'indépendance du Kosovo et la Russie était opposée à l'indépendance du Kosovo. Et là, j'ai rencontré quelqu'un avec lequel j'ai discuté pendant plus de 3 heures, qui m'a extrêmement imprégné et convaincu de son positionnement, qui nous a expliqué vraiment clairement et longuement que l'indépendance du Kosovo constituerait un précédent en termes d'ordre de droit international et d'ordre de sécurité sur le continent européen. À l'époque, on n'avait pas vu venir vraiment ce qu'il entendait par là. Ça a été concrétisé l'année suivante en Géorgie en 2008, alors qu'il a repris les arguments de la Cour de justice concernant l'indépendance du Kosovo en les retournant et en prétendant que les populations russophones en Ossétie du Sud et en Abkhazie étaient menacées et que donc, voilà, il y avait une justification à la reconnaissance de ces deux. C'est une argumentation qu'il a repris par la suite. Donc pour moi, la stratégie poursuivie par Moscou est assez claire, était assez claire depuis le début, et elle a été dite, mais le problème c'est qu'on n'a franchement pas cru. Mais donc il n'est pas complètement out of mind, je crois qu'il a une stratégie qui est clairement exprimée et qu'on n'a pas vu dire. Il vise donc à annexer l'ensemble de l'Ukraine. Mais la préoccupation des Russes, ils l'ont dit, leur préoccupation est l'OTAN qui est trop proche de leur frontière. Ils ont une sorte de syndrome d'encerclement qui est dû à des causes que M. Esli pourra expliquer beaucoup plus clairement que moi, mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qu'ils souhaitent probablement éloigner de ses frontières. Alors l'invasion de l'Ukraine prend là son sens et pourrait être conclue par une sorte de neutralisation de l'Ukraine sous une forme ou sous une autre, mais on ne sait pas si son objectif c'est un objectif territorial ou uniquement un objectif de neutralisation. Alors avec aussi d'abord cette agression en Ukraine, et il me semble qu'elles sont assez claires. Ben moi, j'ai toujours la peine alors à entendre un discours comme ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est la méthode qui effectivement est surprenante, plus que surprenante, hein, est totalement inacceptable. Mais les objectifs, y compris les objectifs de guerre aujourd'hui, sont énoncés tous les jours par la Russie. Il y en a 3, grosso modo. Le premier, c'est on veut effectivement une mesure de démilitarisation et de neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire une garantie posée par les Ukrainiens eux-mêmes de non-adhésion à une alliance militaire et considérée par la Russie comme hostile. Ça, c'est le point central. Il est répété chaque fois comme point central. Ensuite, il y a les éléments qui sont liés à la Crimée, la reconnaissance par l'Ukraine de l'annexion de la Crimée comme territoire russe. Et puis, et déjà de manière beaucoup plus floue, quand on suit jour après jour les déclarations des responsables du Kremlin, il y a la question du statut du Donbass et de ce qui va se passer dans cette région-là. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on regarde également les citations et les réactions du président Zelensky, on considère
on peut voir et observer qu'elles ne sont pas du tout aussi simples et univoques qu'on pourrait imaginer. On l'a vu aussi évoluer jour après jour. Il est en train de préparer une sorte de terrain de discussion. On a vu commencer par dire que sur la question de la Crimée, il n'était pas question qu'on entre en matière, position constante de l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui, pour dire qu'on peut peut-être maintenant imaginer quelques aménagements sur la manière dont les choses peuvent se passer. Là, évidemment, chacun songe notamment aux questions d'approvisionnement en eau et en énergie, qui sont un véritable problème pour la Crimée et donc pour la Russie. On voit que sur le Donbass, hier encore, Zelensky a aussi avancé un certain nombre de gens qui disent oui, peut-être qu'on discute, on regarde, on va voir comment les gens qui sont au Donbass et qui veulent être ukrainiens peuvent devoir vivre. On est entré dans une discussion un peu plutôt que sur le statut juridique, sur comment les choses peuvent se passer. Et puis alors, encore plus récemment, il a ouvert aussi la porte de la question de il faut quand même imaginer que les gens de l'OTAN n'arrêtent pas de nous dire qu'on ne pourra pas y aller, etc. Donc on voit, et c'est quand même extrêmement intéressant dans ce conflit, que la discussion politique va avoir lieu sur ces éléments-là qui sont les objectifs clairs de la Russie. Comment et sont-ils atteignables? Ça, c'est des questions qui sont beaucoup plus compliquées sur lesquelles, en tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Mais on sait quels sont les objectifs politiques de la Russie, et ces objectifs-là sont ceux du Kremlin, je dis bien du Kremlin, pas de Vladimir Poutine, depuis 30 ans. C'est-à-dire que tous les régimes russes, tous, sans exception, M. Gorbatchev, M. Yeltsin dans sa phase pro-occidentale, M. Yeltsin dans sa phase plus modérée, puis ensuite M. Poutine dans sa phase pro-occidentale, puis M. Poutine dans sa phase hostile, tous ont défendu cette ligne rouge sur la question de l'OTAN. Et c'est clair que c'est l'enjeu principal. Alors, comment est-ce qu'on va faire un droit international pour reconnaître une éventuelle reconnaissance de ce point par les Ukrainiens qui vont le faire s'ils le font avec la baïonnette dans le dos? Est-ce que ça a une validité quelconque? Comment est-ce qu'on peut le garantir? Combien de temps il faudra pour ça? Il y a énormément de questions derrière qui laissent effectivement toutes sortes d'autres scénarios. Mais les objectifs, à mon avis, sont tout à fait clairs. Merci. Tout le monde se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque que cette situation dégénère avec une attaque de type nucléaire? Est-ce qu'il y a un risque que le conflit s'étende à une partie ou à l'ensemble du reste de l'Europe? Est-ce qu'on peut, et je ne vais pas vous demander oui, non, je vais vous demander simplement, est-ce qu'on peut exclure ce risque aujourd'hui? Est-ce que cette crainte, cette double crainte, guerre étendue ou attaque nucléaire, est-ce qu'on peut l'exclure vraiment? Est-ce qu'elle est infondée? Peut-être monsieur Leminski, je commencerai par vous. Oui, merci. Très brièvement. Très brièvement, je pense que d'abord, le risque zéro n'existe pas, il n'existe nulle part, et encore moins ici. Deuxième point, même si ce n'est pas un objectif visé, il peut y avoir un enchaînement d'événements non contrôlés qui aboutit à une extension du conflit. Et je crois que c'est ça la probabilité la plus grande, si vous voulez. Je ne pense pas que ça soit par dessein, mais ça peut être par mauvaise gestion, en quelque sorte. Un accident, un enchaînement, un manque de compréhension, etc. Même si, des deux côtés, je pense, on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que cela n'arrive pas. Mais le risque zéro n'existe pas. Moi, je réponds de la même façon. Il y a un risque, oui. Il y a un risque. Richard Verdi. Voilà. Eric aussi, en attendant, puisque Richard. Moi, je l'abonde aussi dans ce sens-là. Je pense que c'est certainement pas la volonté des acteurs principaux, certainement pas. Je dirais même que c'est la logique, si on poursuit dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, c'est grosso modo, je peux dire les choses de manière un peu différente. Du point de vue du Kremlin, il ne fallait pas attendre que l'Ukraine entre dans un processus d'adhésion à l'OTAN parce que cette guerre se serait transformée en guerre contre l'OTAN. Donc ils ont précédé les éléments pour utiliser la fenêtre qui est donnée. La question, c'est qu'on est dans un calcul d'une froideur et d'un cynisme, dans une dimension géopolitique qui fait fi de tous les autres éléments et de ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire le risque de dérapage. Quand on rentre dans un processus comme celui-ci, un processus purement militaire, qui peut dire où ça mène? Et je peux prendre que deux zones sur lesquelles il faut avoir une plus grande attention. Il y a la question de la Moldavie, avec cible où il y a une continuité territoriale entre l'armée russe qui progresse les routes de la mer Noire et arrive à la Transnistrie. On peut avoir une demande d'indépendance de la Transnistrie, une reconnaissance pour la Russie. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du système russe face à cette question-là? Qu'est-ce que ça signifie sur l'intégrité de la Moldavie? Et donc, le scénario finalement, on est dans les dominos qu'on nous présente régulièrement.
Et puis l'autre, dont on parle très peu ici, mais on parle pas mal de ça en Russie, c'est Kaliningrad. On a une enclave russe au milieu de l'Union européenne et entre deux États de l'Union européenne qui ne sont pas précisément les plus soft, disons. Hein. Donc la Pologne et la Lituanie. Donc si un peu plus terrestre est décidé de manière formelle ou informelle et qu'il est en plus, par exemple, complété par un peu plus maritime, on se retrouve dans une situation qui, sans être réellement un geste de guerre, revient à créer une guerre entre l'Union européenne et la Russie. Donc il y a des gros risques d'autres acteurs que, on va dire, les deux dirigeants, les 3-4 dirigeants qui sont au cœur de cette histoire. Richard Vernier, en un mot vraiment. On n'entend pas. En l'occurrence, la peur et la terreur. Je peux vous dire que dans la partie d'Europe où je me trouve maintenant, il y a de la peur et il y a de la terreur inspirée par cette agression. À partir de ce moment-là, l'engrenage il est évidemment incontrôlable. Un mot quand même pour compléter également, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, mais il y a en tout cas dans ces pays que j'ai visités, la Pologne, la Hongrie, le sentiment que de toute manière, le Kremlin ou Vladimir Poutine, je ne sais pas s'il faut l'utiliser, ne supporte pas fondamentalement une démocratie ou une société en voie de démocratisation à ses portes. Et je peux vous dire que tant chez les Polonais que chez les Hongrois, peut-être pas chez M. Orban, mais chez les autres, ça pose beaucoup de questions. Peut-on être démocrate et voisin de la Russie? Merci beaucoup. Voilà. Alors